rejeté par mes parents et ma sœur, j'ai bâti en secret une entreprise valant 150 millions de dollars. Le jour du mariage de ma sœur, mon cadeau pour elle fut une carte dévoilant la valorisation de mon entreprise à 150 millions de dollars. Après la cérémonie, ils ont regretté leur attitude. Je sais qu'ils rient dans mon dos. Pas besoin de les entendre pour deviner les mots que ma mère et ma sœur murmurent, assises dans leur luxueux salon, une coupe de vin coûteux à la main, les lèvres pincées de dédain. Elle est probablement encore absorbée par un de ses projets farfelus, oubliant de manger, ou pire, quand acceptera-t-elle enfin qu'elle ne réussira jamais? Ces mots, bien qu'ils ne m'aient jamais été dits en face, me poursuivent comme une ombre depuis des années. Je m'appelle Catherine Monroe. À 31 ans, ma famille me voit comme un échec lamentable. Pendant qu'ils organisent des soirées somptueuses, négocient des contrats à plusieurs millions et fréquentent les cercles sociaux les plus influents, je suis seul dans mon petit appartement, travaillant plus de 90 heures par semaine pour construire une entreprise qu'ils jugent vouée à l'échec. Pourtant, la vérité, c'est que je suis sur le point d'accomplir quelque chose qu'ils n'auraient jamais anticipé. Depuis mon enfance, ma mère avait un plan parfait pour ma vie ou plutôt, pour l'avenir de notre famille. J'étais censé intégrer l'école de commerce de Harvard, travailler dans la prestigieuse entreprise de mon père et épouser un homme convenable pour renforcer notre statut social. Mais j'ai refusé de suivre ce chemin tracé. Au lieu de rejoindre un bureau cossu avec un salaire à 6 chiffres juste après mon diplôme, je me suis plongé dans un domaine audacieux, le vintage. On m'avait prévenu que seuls les génies ou les fous y survivaient. Avec une petite équipe de développeurs, j'ai créé une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle, capable d'analyser et de prédire les tendances des marchés financiers avec une précision inégalée. Un projet risqué, mais la seule chose en laquelle j'ai véritablement cru. Pour ma famille, cependant, je n'étais qu'une fille têtue gâchant sa jeunesse dans un appartement miteux, sans un sou en poche. Sophia, ma petite sœur, était l'enfant prodige dont ma mère tirait fierté. À 27 ans, elle avait tout ce que ma mère avait rêvé pour nous, un diplôme de Wharton, un poste de directrice financière dans l'entreprise familiale et des fiançailles avec Andrew Carter, l'héritier d'un magnate immobilier de New York. Son mariage allait être l'événement de l'année, réunissant les personnalités les plus riches et influentes de la ville. Moi, j'étais juste la grande sœur excentrique, invitée à contre-cœur pour sauver les apparences. À chaque rencontre, Sophia ne manquait jamais une occasion de me rabaisser. « Tu as encore raté un dîner familial. » m'a-t-elle lancé un jour, me toisant avec un regard critique, où tu restes cloîtré dans ta petite boîte, accroché à un rêve impossible? Elle pensait que je les évitais délibérément. En réalité, je n'avais aucune envie d'assister à des repas où l'on me traitait comme une étrangère. La semaine dernière, j'ai manqué mon 12e dîner familial. Cette fois, ma mère a envoyé Sophia vérifier si j'étais encore en vie. Ma sœur s'est plantée devant ma porte, un sac Chanel flambant neuf à la main, ses ongles impeccables tambourinant dessus comme si elle évaluait mes échecs en silence. « Catherine, maman m'a envoyé voir si tu respires encore », a-t-elle dit en entrant. Ses yeux ont balayé mon modeste appartement avec une moue de dégoût, comme si elle venait de pénétrer dans un taudis. « Mon Dieu, tu vis vraiment comme ça? Pourquoi t'infliges-tu ça ?» J'ai serré les dents sans répondre, retournant à mon bureau où des rapports financiers envahissaient mon écran. Je n'avais pas le temps d'expliquer à quelqu'un qui n'avait jamais travaillé plus de 50 heures par semaine que le succès ne se mesure pas toujours à une belle office ou une bague en diamant. Mais Sophia n'en avait pas fini. « Tu sais, » a-t-elle repris, rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule, « Andrew vient de m'offrir un yacht. On part en Méditerranée après le mariage. Oh, et j'espère que tu porteras quelque chose de décent si tu comptes venir. » Ces mots étaient une gifle. J'aurais pu mettre fin à la conversation là, sortir une feuille, un contrat qui, si elle l'avait vu, aurait effacé son air suffisant en un instant. Parce que j'étais sur le point de devenir millionnaire. Après 4 années exténuantes, ma plateforme d'IA avait décroché un investissement d'une des plus grandes firmes de capital risque au monde. Nous venions de signer un accord de 50 millions de dollars, et si tout se passait comme prévu, la valorisation de mon entreprise triplerait dans les 2 prochaines années. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai juste regardé Sophia et souri. « Ne t'inquiète pas pour ton cadeau de mariage, » ai-je répondu en sirotant mon café, « j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Elle a ricané. « Tant que ce n'est pas une carte faite main ou un dessin brouillon, je l'accepterai. » Je l'ai regardé quitter mon appartement, le claquement sec de ses talons résonnant sur le carrelage usé. Quand la porte s'est refermée, je suis resté immobile, mes doigts serrés autour de ma tasse froide. Cet appartement,
qu'elle méprisait, était l'endroit où j'avais sacrifié sommeil, soirée chaleureuse et reconnaissance familiale pour bâtir quelque chose bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. J'ai pris une profonde inspiration et suis retourné à mon écran. Le contrat attendait ma confirmation. Ce moment aurait dû être une victoire éclatante, un accord de 50 millions, négocié en secret pendant 3 mois. Une firme financière majeure avait décidé d'acquérir ma plateforme, une technologie qu'ils voyaient comme révolutionnaire. J'avais accompli ce que personne dans ma famille ne croyait possible. D'un prétendu échec, j'étais devenu millionnaire du jour au lendemain. Pourtant, je ne me sentais pas pleinement satisfaite. J'ai pris mon téléphone et parcouru les messages non lus de ma mère. Catherine, souviens-toi juste de ne rien faire qui attire l'attention au mariage de Sophia. C'est le jour le plus important de sa vie, je ne veux pas qu'on parle de vos différends. Différents. J'ai laissé échapper un rire silencieux. Toute ma vie, j'avais été la tache sur l'image parfaite de ma famille, une honte que ma mère devait dissimuler. J'ai éteint mon téléphone et validé le contrat d'un clic. Tout ce pourquoi j'avais travaillé devenait réel. Mais pas encore. Ce n'était pas le bon moment. Le lendemain, Sophia m'a envoyé un texto. Maman dit que tu viens au mariage. Ne porte rien de cheap, et pour l'amour de Dieu, ne sois pas en retard comme une idiote négligée. On a des invités importants, et ne fais rien de stupide. Tout le monde sait que tu n'as pas ta place dans ce monde. Cette dernière phrase m'a arrêté net. Pas ma place dans ce monde. Je l'avais cru aussi, autrefois, que je n'appartenais pas à leurs soirées fastueuses, à ces réunions où l'on juge la valeur des gens à leurs vêtements de marqué à la taille de leurs diamants. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas moi qui n'avais pas ma place dans leur monde. Eux ne pourraient jamais comprendre celui que je construisais. J'ai jeté un œil à mon bureau, où une épaisse chemise reposait près de mon ordinateur. À l'intérieur, des documents que Sophia, ma mère et mon père n'avaient jamais vus, la preuve de l'accord en cours, les chiffres démontrant que j'avais réalisé l'impossible. J'aurais pu l'envoyer à Sophia sur le champ, lui montrer que l'échec qu'elle avait toujours méprisé s'était élevé bien au-dessus d'elle. Mais non. J'attendrai. Je voulais qu'elle assiste au moment où son monde vacillerait, où elle réaliserait que tout ce qu'elle pensait de moi, du succès, d'elle-même, était faux. Je lui ai répondu rapidement, ne t'en fais pas, Sophia. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Puis j'ai reposé mon téléphone, une étrange paix m'envahissant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Devant mon miroir, mes doigts effleuraient la soie de ma robe Versace ajustée. Chaque détail respirait la confiance et la puissance. Pour la première fois depuis des années, je ne portais ni jean délavé ni sweat informe. Je n'étais plus Catherine Monroe, le prétendu fiasco familial. Ce soir, j'entrerai dans leur monde, mais pas en tant que paria. L'enveloppe était dans mon sac. Légère au toucher, elle portait un poids plus grand que tout ce que j'avais jamais tenu, la preuve de l'accord de 50 millions, le fruit d'années de labeur ignoré par eux. Ce soir, ils verraient la vérité. Le mariage de Sophia était une extravagance. Des nappes de soie blanche drapaient les tables, des flûtes de cristal débordaient de champagne, des lustres projetaient des reflets sur les bijoux hors de prix des invités. Tout était parfait, comme Sophia aimait contrôler sa vie. J'ai franchi les portes du banquet, sentant les regards me scruter. Surprise chez certains, curiosité chez d'autres. Personne ne voyait plus la Catherine en vieux pull et jean troué. Puis j'ai croisé les yeux de ma mère. Elle s'est figée, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle peinait à me reconnaître. Son regard a glissé sur ma robe, mes talons, puis s'est posé sur mon visage assuré, dépourvu de toute trace de la fille qu'elle avait autrefois écartée. Sophia, assise à la table d'honneur avec ses amis et son nouveau mari, Andrew Carter, m'a vu aussi. Sa sourire s'est crispé. J'ai avancé vers les tables, saisissant une coupe de champagne au passage d'un serveur, marchant lentement, délibérément. Puis Sophia a pris la parole. Catherine, a-t-elle lancé, les yeux plissés, sa voix teintée de moquerie et d'agacement, tu es vraiment venue. Et waouh, une tenue de créateur. Je ne m'y attendais pas, quelques invités ont ri doucement. J'ai souri sans répondre. Ma mère est intervenue, la voix aiguë, Catherine, ne gâche pas le grand jour de Sophia. J'ai levé ma coupe, remuant le champagne avant de répondre calmement, bien sûr que non, maman. Ma sœur se marie, comment pourrais-je ne pas apporter un cadeau? J'ai posé l'enveloppe sur la table et l'ai fait glisser vers elle. Oh, ne me dis pas que c'est encore une de tes cartes faites main, a ricané Sophia. Je me souviens de ce tableau bizarre que tu m'as offert il y a des années.
J'ai dû le cacher pour que personne ne le voie. Ses amis ont ri. J'ai attendu en silence. Sofia a ouvert l'enveloppe, sortant les documents. Ses yeux ont parcouru les premières lignes, et son sourire s'est effacé. La confusion a pris le dessus. Puis elle est arrivée au chiffre, 50 millions de dollars. Ses mains ont tremblé. Dis-moi que c'est une blague, Catherine, a-t-elle dit, levant les yeux, sa voix dénuée d'arrogance, remplacée par une incrédulité pure. J'ai incliné la tête, sereine. 100% réel, Sofia. Ma mère a arraché les papiers des mains de Sofia, les parcourant rapidement avant que son visage ne blêmisse. Tu as vendu ta société? 50 millions? Sa voix tremblait d'une colère contenue. Qu'est-ce que tu as fait, Catherine? J'ai haussé légèrement les épaules. J'ai construit une entreprise que tout le monde disait inutile. Et puis une des plus grandes firmes financières a décidé de l'acheter. Pas si inutile, finalement. Un silence étouffant a envahi la salle. Les invités, ceux qui s'étaient moqués, ceux qui avaient toujours vu Sofia comme la fille parfaite, assistaient à une vérité enfouie depuis des années. Sofia a agrippé les documents, la voix rauque, tu ne peux pas. J'ai ri doucement. Je ne peux pas avoir réussi? Avoir plus d'argent que la famille d'Andrew? L'avoir fait seul? Je l'ai fixé, ma voix ferme mais tranchante. Et pourtant, me voilà. Personne n'a parlé. J'ai continué, mais ce n'est que le début. Ma technologie va évoluer. La valorisation dépassera les 150 millions dans 2 ans. Et quand ça arrivera? J'ai pris une gorgée de champagne, savourant l'instant. Je ne serai pas seulement la plus réussie de cette salle, mais de cette famille. Je ne sais pas qui a repris son souffle en premier, mais je l'ai entendu. Sofia s'est effondrée sur sa chaise, le regard vide. Elle n'avait jamais imaginé que la sœur qu'elle méprisait la ferait se sentir minuscule. Ma mère, mon père, tous étaient sidérés. Ils avaient cru que je ne m'affranchirais jamais des limites qu'ils m'avaient imposées. Ce jour-là, je les ai toutes brisées. Après le mariage, tout a changé. Fini les regards de pitié quand j'entrais dans une pièce, fini les sourires moqueurs des proches quand mon nom était mentionné. Lors des réunions familiales, Catherine Monroe n'était plus synonyme d'échec. On me saluait avec curiosité, poignées de main respectueuses et félicitations mielleuses mais calculées. Mon entreprise, autrefois raillée par ma famille, était désormais au cœur du monde financier. L'accord de 50 millions a fait les gros titres des revues spécialisées, et les PDG qui m'avaient snobé me sollicitaient pour des partenariats. Sofia, elle, détestait chaque seconde de ça. 3 semaines plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau, un loft luxueux au 45e étage avec vue panoramique sur la ville. La lumière du soleil se reflétait sur mon écran, où les données financières dansaient en temps réel. Mon téléphone s'est allumé, dernière minute, le groupe Carter en crise financière, risque de faillite. Je me suis adossé à mon siège, expirant lentement. Je l'avais vu venir bien avant que Sofia ne descende l'allée dans sa robe immaculée. Ma plateforme d'IA ne se contentait pas d'analyser les données, elle prédisait les effondrements corporatifs grâce à des millions de variables. 6 mois plus tôt, elle avait émis une alerte rouge pour le groupe Carter. J'avais suivi chaque chiffre, chaque rapport dissimulé, chaque investissement risqué. Les beaux-parents de Sofia n'étaient pas aussi solides qu'elle le pensait. Leur empire reposait sur des dettes, des manipulations et des paris hasardeux. Il vacillait désormais au bord du gouffre. Sofia ne le savait pas encore, mais elle le découvrirait bientôt. À 10 heures, ma mère a appelé, la voix précipitée, inhabituellement fébrile, « Catherine, tu as vu les nouvelles? Les Carter sont dans de graves ennuis. » J'ai fait tourner un stylo entre mes doigts, calme. Je sais. Elle a hésité. Comment l'as-tu su avant tout le monde? Je l'ai laissé mariner dans le silence, lui faisant ressentir l'écart entre ce qu'elle avait cru de moi et la réalité. Puis j'ai répondu, légère mais ferme, parce que je les surveillais. Ma technologie l'a prédit il y a longtemps. Mais si je te l'avais dit, tu ne m'aurais pas cru. Elle s'est tue. Je pouvais imaginer son visage désorienté, cherchant une prise. Sofia ne sait pas quoi faire, a-t-elle repris, plus douce. Les Carter risquent de tout perdre. S'ils tombent, ça pourrait mener à une enquête. Andrew pourrait finir devant un tribunal. J'ai haussé un sourcil, pas surprise. Oui, ça commence à s'effriter. Cet après-midi, Sofia m'a appelé une première en des années.
Sa voix n'avait plus de mordant ni d'arrogance. Catherine. Elle a hésité, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle me demandait de l'aide. Comment puis-je t'aider, ai-je répondu, polie mais distante. Elle savait que j'avais le pouvoir désormais. Tu le savais, hein, a-t-elle murmuré, la gorge sèche. Quoi donc, ai-je faim. L'effondrement de la famille d'Andrew. Leur entreprise perd tout. Si leurs dettes ne sont pas gérées. Elle a pris une inspiration tremblante. Je perdrai tout aussi. C'était le moment que j'attendais. Sophia Monroe, la fille parfaite, l'héritière privilégiée qui se vantait de ses choix judicieux, était au bord du précipice. Elle avait misé sur le mauvais cheval. J'ai serré mon téléphone, mais ma voix est restée calme. Je t'avais prévenu, Sophia. Je t'ai dit que le succès ne se résume pas à épouser l'homme idéal ou à compter sur papa et maman. J'ai essayé de te montrer que tout ce que tu pensais de moi, de la vie, était faux. Mais tu n'as jamais écouté. Je ne savais pas, a-t-elle balbutié, la voix brisée. Catherine, je sais que j'ai eu tort, mais tu ne peux pas me laisser tout perdre maintenant. Je me suis adossé, laissant ces mots flotter entre nous. Je peux t'aider, ai-je dit lentement, mais tu dois accepter une vérité, ton rêve parfait est fini. Un long silence. Je comprends, a-t-elle chuchoté. J'ai fermé les yeux, un sourire satisfait naissant sur mes lèvres. Il est temps que tu apprennes à reconstruire à partir de rien. 3 jours après cet appel, mon père s'est présenté à mon bureau. Je m'y attendais. L'homme toujours froid et autoritaire, qui m'avait dit en face que je gâchais ma vie, était là, vêtu d'un costume coûteux mais froissé. Une lueur inhabituelle traversait son regard, l'inquiétude. Mon assistante m'avait prévenu, mais je n'ai pas refusé sa venue. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Il est entré, scrutant mon bureau sophistiqué au fini l'appartement miteux qu'il avait méprisé. Des baies vitrées, des fauteuils en cuir, des écrans affichant les cours boursiers. Il s'est arrêté, face à la preuve éclatante de ma victoire. Catherine, a-t-il dit, la voix lourde, comme si chaque mot lui coûtait. Je me suis adossé, bras croisés. Père. Mon ton était glacial. Il a soupiré avant de s'asseoir sans y être invité. Sophia est dans une situation grave, a-t-il lancé sans détour, abandonnant ses habituelles manières. J'ai siroté mon café, impassible. Je sais. Il a plissé les yeux. Depuis combien de temps? J'ai haussé les épaules. 6 mois. Une lueur de surprise a traversé son visage. Je voyais son esprit s'agiter, cherchant à comprendre comment j'avais devancé les carteurs eux-mêmes. J'ai posé ma tasse, croisant les doigts. Pourquoi es-tu ici, père? Il s'est tu un instant, puis a soupiré profondément. Sophia risque de tout perdre. Elle n'a ni revenu ni vraie expérience. Si les carteurs font faillite, elle perdra ses privilèges aussi. J'ai incliné la tête, silencieuse. Je voulais qu'il le dise. Enfin, après une hésitation, il a ravalé son orgueil, elle a besoin de ton aide. J'ai ri doucement, non par amusement, mais par ironie. Moi, le prétendu désastre familial, était désormais la seule à pouvoir sauver leur fille chérie. Et que veux-tu que je fasse, exactement, ai-je demandé, une lame cachée dans ma voix calme. Il a hésité. Elle a besoin d'un travail, d'un nouveau départ. Tu pourrais lui trouver une place dans ton entreprise. J'ai ri sèchement. Donc, tu veux que je lui offre une porte de sortie facile, un titre ronflant, un gros salaire, sans qu'elle affronte les conséquences de ses choix. Il a serré les lèvres, mais ses yeux trahissaient son attente. Il pensait que je céderais, que j'étais encore la fille avide de leur approbation. Mais cette Catherine-là n'existait plus. D'accord, ai-je dit doucement, je lui donnerai une chance. Mais pas comme tu l'imagines. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai sorti une chemise de mon tiroir et l'ai posée sur le bureau. Sophia peut travailler ici. Mais elle commencera en bas de l'échelle, avec un salaire d'entrée, comme n'importe quel débutant. Il s'est figé. Pas de traitement de faveur, pas de bureau privé, pas de passe-droit, ai-je poursuivi. Elle rédigera des rapports, analysera des données, et apprendra à travailler vraiment, sans compter sur le nom de la famille. J'ai marqué une pause avant de porter le coup final, mais il y a une condition. Il a agrippé les accoudoirs. Laquelle? Je l'ai fixée, mes mots acérés, Sophia doit publiquement admettre qu'elle s'est trompée. Il a plissé les yeux,
perplexe. Je me suis penché vers lui. Elle devra se tenir devant la famille, devant tous ceux qui l'ont entendu me dénigrer, et reconnaître qu'elle m'a mal jugé, moi, cette entreprise, et ce qu'est le vrai succès. Il s'est tu, une lutte intérieure se lisant sur son visage. Il voulait sauver Sophia, mais ma condition l'obligeait à ravaler l'orgueil que ma mère lui avait insufflé pendant des années. Et si elle refuse, a-t-il murmuré. J'ai haussé les épaules. Alors elle découvrira comment survivre, comme moi. L'air s'est alourdi. Mon père s'est levé, me scrutant. Tu as vraiment changé, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai souri, sans chaleur. Non, père. J'ai toujours été ainsi. Tu ne l'as juste jamais vu. Il n'a pas contredit. Après un instant, il a pris la chemise et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, impassible. Le choix revenait à Sophia, ravaler sa fierté et apprendre à travailler, ou voir son rêve s'effondrer. 3 jours plus tard, Sophia est venue. Je m'y attendais, mais pas dans cet état. Sophia Monroe, toujours impeccable en robe de créateur, cheveux lisses et maquillage parfait, semblait sortie d'un cauchemar. Des cernes profonds, des lèvres pâles, un manteau coûteux froissé impensable pour l'ancienne Sophia. Elle s'est tenue dans l'embrasure de ma porte, sans arrogance ni sourire condescendant. Je n'ai pas demandé à mon assistante de la renvoyer. Je voulais voir ça. J'ai levé les yeux de mon écran, observant ma sœur. Je suppose que tu as pris ta décision, ai-je dit calmement. Elle a dégluti avant d'entrer et de fermer la porte. Après un silence, elle a murmuré, je travaillerai ici. J'ai hoché la tête, sans surprise. Bien. J'ai poussé une chemise vers elle. Tu commences demain. Sophia a fixé les papiers comme une condamnation. Elle n'a pas bougé, mais je voyais son conflit intérieur. Puis elle a pris une inspiration, saisit la chemise et tourné la première page. Le premier jour de Sophia n'a pas été facile. Pas de salle de conférence luxueuse ni de titre creux pour faire semblant. Je l'ai placée là où elle n'aurait jamais imaginé, au département d'analyse de données. Fini Sophia Monroe, la fille privilégiée. Elle n'était qu'une employée lambda, et son nom n'impressionnait personne. Sa première tâche, traiter des rapports financiers, analyser des données, rédiger un résumé des tendances du marché. Elle était perdue. Je voyais la panique dans ses yeux face aux tableurs interminables. Personne ne la guidait. « Tu ne vas pas m'aider » m'a-t-elle demandé à la pause déjeuner, dans la cuisine de l'entreprise. J'ai posé ma tasse, croisant les bras. « Sophia, j'ai tout appris seule, sans aide. Je ne suis pas ta babysitter. Si tu veux travailler ici, débrouille-toi. » Elle a serré les lèvres mais n'a pas protesté. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de détermination dans son regard. Les jours suivants ont été rudes. Sophia a compris que le vrai travail n'était pas comme les soirées mondaines où un sourire suffisait. Elle a fait des erreurs beaucoup. Elle a saisi des données erronées, forçant l'équipe à refaire un rapport. Elle a manqué une erreur dans une analyse, faussant les projections. Pour la première fois, elle a été réprimandée par un supérieur sans que personne ne la défende. Je ne suis pas intervenu. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais vécu, la confusion, l'impuissance, la prise de conscience qu'elle n'avait aucun privilège sur lequel s'appuyer. Mais, à ma surprise, elle n'a pas abandonné. 2 semaines plus tard, un changement s'est amorcé. Sophia n'arrivait plus en retard. Elle ne fixait plus l'écran d'un air perdu, mais se concentrait, essayant de déchiffrer chaque chiffre, chaque modèle financier. Elle ne se plaignait plus du volume de données. Puis, un matin, j'ai reçu un email du chef d'équipe à Catherine, sujet, Sophia Monroe. Sophia vient de terminer son dernier analyse de tendance. Je dois dire qu'elle s'en est mieux sortie que prévu. Ce rapport est 5% plus précis que les précédents. Elle fait vraiment des efforts. J'ai fixé l'email, puis esquissé un sourire amusé. Peut-être Sophia apprenait-elle vraiment quelque chose. Le lendemain, je l'ai retrouvée en salle de réunion. « Bon travail », ai-je dit, posant son rapport sur la table. Je l'ai lu. « Tu progresses. » Elle m'a regardé, surprise. « Merci », a-t-elle répondu doucement, sans trace d'arrogance. Je l'ai étudié un instant avant d'ajouter, « Mais tu as encore beaucoup à apprendre. » Elle a hoché la tête, sans objection, juste une acceptation. Pour la première fois, j'ai cru qu'elle pouvait changer. 1 an plus tard,
mon entreprise n'était plus une simple start-up. Sa valeur atteignait 150 millions de dollars, et notre plateforme d'IA était intégrée dans les plus grandes firmes financières des États-Unis. Les PDG qui m'avaient ignoré m'invitaient désormais à des conférences majeures, et les médias me qualifiaient de pionnière. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est Sophia. Elle n'était plus la femme d'avant. Fini les robes de créateur au bureau, les regards condescendants, les piques moqueuses. Elle était devenue une employée dévouée. Quand je lui confiais un projet d'analyse, elle passait des semaines à éplucher les chiffres, restant tard sans se plaindre. Quand son premier gros rapport a été salué par le conseil, elle n'a pas cherché mon approbation. Elle a juste hoché la tête, sachant qu'elle l'avait mérité seule. Le jour de son ascension à un poste de gestion intermédiaire, elle est entrée dans mon bureau, une tasse de café à la main. Je me suis dit que ça te plairait, a-t-elle dit, la posant devant moi avant de s'asseoir. Je l'ai regardée, puis ri doucement. Qu'est-ce qui te fait rire, a-t-elle demandé. Moi, ai-je répondu, croisant les bras. Je te voyais comme une rêveuse perdue dans des ambitions irréalistes. Mais maintenant, je comprends. Personne ne réussit grâce à ce qu'il a reçu à la naissance. Je me suis adossé, la regardant autrement. Alors, qu'as-tu appris en un an? Elle a soupiré, sa voix légère, je ne suis pas spécial. Je pensais qu'un nom et des relations suffisaient pour tout avoir. Mais la vérité, c'est qu'on ne te respecte que si tu fais tes preuves. J'ai dû repartir de zéro pour mériter ma place ici. J'ai hoché la tête, ressentant une fierté nouvelle, inattendue. Sophia n'était plus l'arrogante héritière. Elle comprenait la valeur du travail. Ma famille aussi a évolué, sans que je m'y attende. Ma mère a cessé ses remarques passives-agressives sur ma différence. Mon père n'essayait plus de m'attirer dans l'entreprise familiale où il savait que j'avais dépassé leurs ambitions. Ils ne se sont jamais excusés verbalement, mais je l'ai vu dans les détails, un appel de ma mère pour prendre des nouvelles, un article envoyé par mon père sur mon succès, sans critique. Ils avaient compris leurs erreurs. Mais ça m'était égal. Je n'avais pas bâti cette entreprise pour leur approbation ni pour prouver qu'ils avaient tort. Je l'avais fait parce que je croyais en moi. Un après-midi, Sophia est entrée avec une clé USB. « Tu as une minute ?» J'ai acquiescé. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle l'a branché et a ouvert un rapport. J'ai trouvé un moyen d'optimiser l'algorithme de prédiction financière. Ça pourrait augmenter la précision de 8%. J'ai parcouru le document, puis l'ai regardé. Tu as fait ça seule? Elle a hoché la tête. J'ai pris une gorgée de café. Impressionnant. Elle a souri, sans attendre de louanges, juste fière de son travail. J'ai contemplé le coucher de soleil par la fenêtre, ses teintes dorées baignant la ville. Il y a un an, au mariage de Sophia, je m'étais assuré qu'ils voient que je n'étais pas l'échec qu'ils imaginaient. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que la vengeance importait peu. Le vrai succès, ce n'est pas faire regretter aux autres leurs erreurs. C'est créer des opportunités pour ceux qui ont échoué, pour ceux qui manquaient de force, et surtout pour moi, pour avancer sans être enchaîné au passé. J'ai éteint mon ordinateur et me suis levé. Sophia, ai-je dit doucement, veux-tu dîner avec moi? Elle m'a regardé un instant, puis a souri. Oui. Je choisis le restaurant. J'ai ri. Nous n'étions plus adversaires. C'était ma plus grande victoire. L'histoire de Catherine n'est pas seulement celle d'une femme qui a défié les attentes de sa famille pour réussir. C'est une preuve du pouvoir de la persévérance, de l'indépendance et de la foi en soi. Dans la vraie vie, nous sommes souvent limités par les attentes sociales ou familiales. Mais le vrai succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Il s'agit de créer des opportunités pour grandir et aider les autres à faire de même. Quand nous sommes assez forts pour suivre notre propre voie, nous n'avons pas besoin de validation, nos accomplissements parlent d'eux-mêmes. Que pensez-vous du parcours de Catherine? Auriez-vous agi comme elle? Partagez vos réflexions en commentaire, et suivez la chaîne pour d'autres histoires inspirantes sur la famille, la carrière et les leçons de vie.